question qui revient le plus souvent. J'ai parti un Inc., je veux partir un Inc., je veux investir à travers un Inc. J'ai entendu dire que oui, peut-être que A, B, C, Y, Z. Regardez, vous voulez savoir le Inc., ça s'adresse à qui? C'est pour qui? Comment? Et pourquoi? Est-ce que d'investir à travers un Inc., de partir un Inc., de partir une incorporation, d'acheter de l'immobilier à travers l'incorporation, d'utiliser les marges de crédit d'une incorporation, l'impact fiscal à travers une incorporation, est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est le bon moment? C'est quoi l'impact fiscal derrière ça? Regardez, c'est la vidéo pour vous et c'est la partie 2 d'une série de 3 vidéos. Donc, si vous n'avez pas vu la première, allez regarder la première. Ça, c'est la deuxième partie. Restez jusqu'à la fin. Il va y avoir une troisième partie aussi qui va être sur les histoires, des histoires à succès, des histoires qui vont vous apporter encore plus la réalité de la situation. Mais juste avant, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salvador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en investissement immobilier, business mindset. Et bien entendu, pour parler de ces choses-là, il faut parler de cash, il faut parler de rendement, de placement, d'investissement, de richesse, d'abondance, de prospérité. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, c'est simple. Abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Alors, je l'ai dit dans l'intro, mais c'est la partie 2 d'une série de 3 avec Anna Laurenceau, une spécialiste qui a un background en comptabilité, qui fait des hypothèques et qui fait de la consultation pour les gens qui veulent investir en immobilier. Elle va pouvoir vous donner leur juste par rapport à tout ce qui concerne le Inc. OK? J'ai déjà une vidéo sur le Inc. à quelque part sur ma chaîne, alors allez la voir plus bas. On a vraiment décortiqué pas l'importance, mais la réalité à travers un Inc. Mais avec Anna, on rentre dans le vif du sujet avec authenticité, crue, basée sur ses connaissances, ses habiletés et je lui pose des questions. Alors restez jusqu'à la fin et pour ceux qui ne me connaissent pas, Christopher Salvador, expert courtier immobilier. Ça fait depuis 2015 que je suis dans le domaine du courtage immobilier et mon travail, c'est d'aider les gens à vendre, acheter et à investir en immobilier. Mais surtout, qu'est-ce que j'aime le plus, c'est d'aider les gens à créer de la richesse, à grossir leur parc immobilier à travers le véhicule de l'immobilier, bien entendu. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous aimeriez en savoir plus, si vous êtes curieux par rapport à votre situation, de savoir, bon, est-ce que c'est pour vous, est-ce que whatever, cliquez le lien plus bas pour qu'on puisse tout simplement discuter d'investissement immobilier et de vos projets en immobilier. Et sans plus tarder, rentrons dans la deuxième partie, l'incorporation et l'investissement immobilier avec Anna Laurenceau et rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salvador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Bonjour Anna. Bonjour Chris, partie 2. Là, on est dans la partie 2. On va parler des Inc. On va s'adresser des Inc. Dans la partie 1, on a parlé de justement des, si je peux dire ça, des tentatives ou de la... Comment on pourrait dire ça? Bien, ils appellent ça des mises de fonds créatives. Oui, mais qui sont borderline de la fraude. C'est de la fraude. Puis on a parlé de long en large des stratégies créatives d'utiliser des marges de crédit dans la partie 1. Dans la partie 2, on va s'apprêter à décortiquer justement le mythe qui est si j'achète, non, je me crée un Inc. J'ai même pas d'immeuble. On va prendre un cas typique. J'ai suivi une formation, j'ai suivi un coach, j'ai entendu une stratégie à quelque part et on m'a dit que je vais me créer un Inc. OK, pour débloquer des mises de fonds qui ne vont pas apparaître sur mon bureau de crédit. Puis là, je veux acheter un immeuble. Fraude 1. OK, ça c'est OK. Je vais juste le préciser. Puis là, mais 2, il y a un impact fiscal. Merci. Fait que là, décortique-moi ça. Est-ce que l'impact fiscal, est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un qui n'a même pas d'immeuble, tu es un salarié, tu n'as même pas d'entreprise, ton entreprise, le Inc., tu viens de le créer. Je te laisse parler. Les entreprises sont créées pour, dans le fond, des biens commerciaux. Je vends, j'achète, quoi que ce soit. Dans ce scénario-là, on parle d'un holding. Je vais détenir des immeubles. Yes. C'est du revenu qu'on appelle en fiscalité passif. Oui. C'est pas j'ai un magasin de bonbons, je vends des bonbons, puis que mon local est détenu par un Inc. et que ça appartient à cette Inc.-là. Ça, c'est très normal. C'est une stratégie fiscale par rapport aux entreprises. Super. C'est tout à fait legit. Moi, je te parle de
monsieur, madame, tout le monde, on travaille, on a un T4, puis on se crée un holding. J'ai 0 actif dedans, là. Je me crée un holding, je vais me chercher des marges de crédit pour aller chercher ma mise de fonds qui appelle créative, mais que c'est de la fraude, finalement. Non seulement tu fais une fraude avec la banque, mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'on appelle ça une avance à l'actionnaire. Tu as transféré de l'argent de ta Inc. à ton nom. Fait qu'il faut que tu rembourses cet argent-là dans un bilan maximum de 2 ans. Si tu n'as pas remboursé ça, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi? Tu es imposé sur un dividende. OK. C'est rattaché à ton revenu personnel. Tu as sorti de l'argent de ta Inc. OK. Que ta Inc. a été rentable ou pas, là, clairement, elle n'a pas été. Tu n'as rien dedans. Tu as pris de l'argent d'une compagnie. OK? Deuxièmement, non seulement ça, c'est que là, tu n'as rien, tu n'as pas d'actifs dedans. Moi, j'ai une cliente qui m'a dit, ouais, mais tu sais, ils m'ont dit que je pouvais ouvrir le holding puis mettre mon auto dedans. Puis là, je suis comme, OK. Il me semble de voir la personne fiscale, tu sais, Revenu Québec, là, parce que c'est Revenu Québec qui traite de ça, de dire, OK, tu t'achètes un auto à 900 $ par mois ou 400 $ par mois. Ça apparaît pas sur mon bureau de crédit. Ben, pour la dépense, je parle. Je mets plus. cette dépense-là dans ma Inc., OK? Pour faire quoi? Ah, c'est quoi que tu fais? Tu rencontres des clients à domicile? Non, tu as un immeuble. Tu penses-tu que ça va faire des red flags? Tu peux avoir cette dépense-là, mais il va falloir que tu la justifies. Énormément. Moi, il me semble d'être assis, genre, au office, puis de dire comme, OK, tu vas déclarer tout ce kilométrage-là pour aller à ton immeuble. Coudonc, t'es locataire, ça va pas bien, tu sais. Dans le sens que faut qu'il y aille avec la logique. 100%. Tu peux devenir un holding opérant. Il faut que tu ailles un minimum de 5 000 heures de travail par année. Fait que ça équivaut à peu près... Tu peux être président, vice-président, puis 2 autres employés. C'est du temps plein. Okay. Tu as 5 000 heures à déclarer. Ça devient une opérante. Et non seulement ça, c'est que si, admettons, tu plus mon travail à T4, on ouvre un holding, on transfère nos immeubles dedans, on achète directement dedans. Premièrement, le crédit commercial, c'est pas les mêmes qualificatifs du personnel. Merci. On va aborder ça dans un moment. Vas-y, continue. Un petit instant. J'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier, pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. Et deuxièmement, c'est que si je suis profitable dans mon holding, c'est un revenu passif. Okay. À l'impôt, c'est 66 % d'impôt à la base. Wow! C'est pas sur ta salaire de braquette à toi, là, okay, que si tu le détiendrais au personnel. Fait qu'il faut que tu sois rendu là. C'est ça que je veux dire. Je comprends. Il faut que ça soit une stratégie fiscale, que ton profil soit rendu là. Qui veut dire que si tu es occupé dans ta carrière, tu n'as pas les 5 000 heures, comme tu dis, ces affaires-là, ça veut dire que la stratégie idéale, c'est que tu as déjà acquis des immeubles que tu transfères dans le Inc. Parce que là, quand on va regarder le Inc., OK, tu as 1, 2, 3, 4, 5 immeubles. Est-ce que ça fait plus de sens, cette stratégie-là? Bien, c'est sûr, ça fait plus de sens, mais encore là, ton fiscaliste va conseiller, tu sais. Puis la plupart du temps, je pense que tu avais même fait une vidéo avec un fiscaliste qui a conseillé de c'était 100 000 net. Oui. 100 000 net. Tu l'as écouté, la vidéo? Oui, je l'ai écouté. J'écoute tes vidéos. Ça faisait du sens? Ben oui, c'est un fiscaliste qui parlait. Oui, ça fait du sens parce que tu vas être capable de supporter ta charge de 5 000 heures. En plus. You know what I mean? Oui. Fait que, tu sais, tout est relié dans un sens, tu sais. Tout à fait. Fait que il faut que les gens comprennent que oui, il y a des façons de faire les choses, il y a des stratégies par rapport à faire des choses. Tu sais, techniquement, à la base, au Canada, si tu veux t'acheter une maison, il faut que tu aies 20 % de mise de fonds. En plus. Fait que si tu veux 5 % de mise de fonds, ben, le gouvernement a créé la SCHL, puis il y a ces gens qui existent pour aider les gens à acquérir de l'immobilier. Fait que oui, il y en a. Propriétaire occupant, bien sûr. On parle que ça existe, qu'il y a des stratégies où il y a des choses légales qui existent, mises en place. Tout à fait. Mais il ne faut pas non plus... Exactement. Jouer... Ben, c'est du risque. Exactement. Parce que justement, en revenant
aux conditions hypothécaires Oui. lorsqu'on achète à travers un Inc. Parce que c'est ça, les gens aussi, il faut qu'ils comprennent. Tu sais, la stratégie, elle est bonne. Tu sais, les stratégies qu'on entend, les investisseurs qui ont fait des coups de circuit, ça a fonctionné pour eux autres, tant mieux. Parce que c'est des conditions spécifiques. Merci. C'est ça que les gens, faut qu'ils comprennent, c'est qu'il y a des conditions qui viennent avec peu importe la stratégie qu'on applique. Puis là, quand on achète à travers un Inc., c'est quoi les conditions? Parce que, il faut que les gens... Ben, vas-y, je te laisse parler. C'est quoi les conditions? Premièrement, il y a plusieurs raisons pourquoi tu peux acheter par rapport à un Inc. Exemple, moi, j'ai une compagnie de bonbons, encore là, un magasin. Je veux pas que mon actif soit détenu par le magasin. Je loue un immeuble. Ben, je vais l'acheter, l'immeuble, via ma Inc. Puis je transfère la net, tu sais, mon profit. Là, j'ai déjà payé mon impôt, tout. Je transfère mon profit dans ma Inc. Je paye pas d'impôt. Puis ça, c'est tout à fait, ça fait partie des régimes fiscaux. OK? C'est comme ça ici au Canada. Maintenant, d'autres façons de créer des Inc., c'est vraiment d'aller de cette manière-là, mais c'est extrêmement spécifique de passer de T4 à aller directement dans une Inc. Puis du côté financier, oublie pas que ta Inc., quand que la banque regarde ta Inc., ben, elle est vide. Fait que ta Inc., là, c'est comme tu as 18 ans, tu viens de sortir de l'école, tu n'as pas de bureau de crédit. Tu n'as aucune valeur nette. Fait que c'est pour ça qu'ils vont regarder les rentabilités de l'immeuble, puis ils vont dire, ben ton immeuble n'est pas rentable. Fait que nous, on veut 35 40 45 de mise de fonds basée sur les chiffres de cet immeuble-là. Peu importe que tu l'as acheté à Shawinigan puis c'était pas cher, peu importe que tu l'as acheté à Ils regardent l'immeuble. Ils ne regardent pas la personne qui achète. Mais justement, vu que tu achètes à travers un Inc. qui est vierge, ils vont quand même aussi regarder c'est qui la personne derrière le Inc. C'est sûr, mais il faut que l'immeuble soit autosuffisant. Tandis que quand tu fais les calculs de rentabilité au personnel, c'est que oui, je regarde l'immeuble, mais moi, je regarde est-ce qu'avec tes revenus, tu es capable de le supporter. Tu es capable de supporter le déficit. Tandis que dans le commercial, c'est pas une stratégie, parce que c'est une Inc. L'objectif, c'est que tu sois autosuffisante le plus vite possible. C'est pas de pitch-in à chaque fois, tu sais. Je comprends. Fait que là, une des conditions, tu as dit hypothécaire, si quelqu'un qui veut acheter à travers un Inc., la première des choses, c'est qu'au point de vue de la mise de fonds, ça se peut que ce soit même pas 20 et la banque peut te demander 25, 30, 35 de mise de fonds. Le taux d'intérêt, il est de combien environ? Ça, je ne le sais pas parce que c'est des informations qui changent journalièrement, mais c'est plus élevé. C'est plus élevé. Ben, c'est ça que je voulais t'entendre. Est-ce qu'on peut aller chercher le même taux d'intérêt qu'on voit en moyenne du 4,39, 4,09? J'ai déjà entendu des collègues qui m'ont dit oui, mais c'était spécifique. Encore là, tu veux pas, c'est pas un one fit size all, tu sais. Fait que je peux pas m'avancer là-dessus. Mais dans les faits, un Inc. va avoir un... Lorsqu'on achète au commercial, le taux d'intérêt est toujours plus élevé. Parce que le risque est différent. Parfait. Fait que là aussi, est-ce qu'un courtier, un simple courtier hypothécaire résidentiel peut faire le financement hypothécaire d'un Inc. ou c'est transféré au département commercial? C'est transféré au département commercial. Ils sont spécialisés là-dedans. Il y en a qui le font, mais c'est très spécifique. Puis des fois, tu as souvent des courtiers commerciaux puis tu as des courtiers résidentiels. J'en connais pas encore qui ont les deux permis, mais habituellement, là, c'est vraiment deux personnes distinctes. Fait que, puis on s'entend acheter dans le commercial. Est-ce que c'est plus simple d'acheter dans le commercial ou c'est plus simple d'acheter au résidentiel? Ben moi, je fais du résidentiel, fait que je vais dire résidentiel. Le commercial va dire commercial. Mais avec commercial. Qu'est-ce qu'on entend? On s'entend que la porte d'entrée dans le commercial, t'as pas de 5 de mise de fonds, t'as pas de 10 de mise de fonds. Là. Les critères sont plus difficiles. Par contre, si tu as déjà une compagnie opérante, c'est plus facile. Fait que, tu sais, c'est du cas par cas. Cas par cas. Fait que remise en situation, j'ai ouvert un Inc., j'ai 80 000 j'ai 80 000, j'ai 100 000 en marge de crédit dans mon Inc. J'utilise ça pour acheter à travers mon Inc. Does it make sense d'acheter à travers un Inc? Des fois, oui. Tu sais, j'ai une personne, moi, j'ai déjà une avocate qui m'a appelé puis j'ai dit, regarde, tu as déjà ton argent dans ta Inc. parce qu'elle a transféré de son opérante. Elle faisait combien de revenus? Elle avait une compagnie d'avocats. C'est une avocate incorporée, puis elle a transféré ses profits dans sa Inc. Son Inc. n'était pas vierge? Ben oui, il est vierge, il n'y a pas d'actifs, il y a juste de l'argent. OK. Fait que oui, ça faisait du sens. Mais encore là, elle m'a dit, non, moi, ça ne me tente pas 20 25 je vais en sortir l'argent de ma Inc., puis je vais acheter au personnel, puis un jour, je ferai un roulement. Puis j'ai fait, don't forget, tu vas payer l'impôt parce que c'est un dividende. Tu as 2 ans pour le remettre. Elle dit, oui, je sais. Mais tu comprends-tu? C'est du cas par cas. Mais 98 pour répondre à ta question spécifiquement, là, quand tu es salarié, T4, travailleur en commission, tu n'as pas de Inc., tu n'as aucune compagnie à ton nom opérant, c'est rare que c'est une bonne chose d'ouvrir un holding vierge pour acheter ton premier immeuble. Tu commences toujours au personnel.
Puis c'est pour ça qu'il y a des programmes dans toutes les institutions financières pour ce qu'on appelle les petits investisseurs. Tu commences. Pourquoi tu veux une infrastructure d'une compagnie opérante avec les frais qui viennent avec? Tous les frais, tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses les impôts là, de cette compagnie-là. C'est pas 250-500 $ par année, là. C'est 1500, 3000 et autre chose connexe, tu sais. Fait que c'est ça qu'il y a des façons, tu sais, d'aller. Moi, j'ai des clients qui ont 60 portes au personnel. Puis ça fait des années qu'ils font ça. Pourquoi? Parce que leur fiscaliste a dit non, dans ta situation, c'est comme ça. Et le nombre d'investisseurs que je connais, peu importe leur âge, que sincèrement, tout leur parc immobilier est sur leur nom personnel. C'est vraiment dans les stratégies de whatever, de où ça vient, que j'entends souvent les gens qui commencent, pas des gens d'expérience qui sont à un certain niveau, des gens qui commencent, qui sont comme « Ah ben non, mais je me suis créé un Inc. Parce qu'on m'a dit de faire ça, puis que je vais acheter, puis je vais acheter à travers mon Inc. blablabla. Bla, bla, bla. » Ben, des fois, tu veux le faire parce que tu es plusieurs dans le projet, puis tu veux construire. Ça fait du sens. Ça fait du sens, mais c'est pas du tout de ce qu'on fait. C'est pas du tout les appels qu'on reçoit. Le petit couple qui veut acheter, la personne, le jeune de 20 ans, 30 ans, peu importe qui achète seul, qui a un salaire moyen, standard, OK, même s'il y a un salaire dans les alentours de 120 000, tu sais, dans ces cas-là, c'est là que je vois que souvent on va entendre ça, mais crime, c'est ta première. Commence donc par faire ta première acquisition simple, sans casse-tête, t'assurer que tu aimes ça, t'assurer d'être sûr que c'est fait pour toi, puis que justement, tu t'es pas, encore une fois, comme on disait dans la première vidéo, là, tu t'es pas cassé la gueule dans ton premier investissement. Là. Un peu les mêmes choses que tous les professionnels, que ce soit courtier immobilier, représentant hypothécaire, que ce soit avocat, que ce soit... Ils commencent tout au personnel. Exact. Travailleurs indépendants, puis après ça, ils s'incorporent. Pourquoi? Pourquoi ils ne s'incorporent pas tout de suite? Il y a une raison. Ben oui. Parce qu'il faut que tu fasses de l'argent pour commencer. Exactement. Il faut que tu fasses de l'argent, tu augmentes ta valeur nette, puis après ça, ça vaut la peine parce que là, tu payes trop d'impôts au personnel. Là, tu veux switcher. Exactement. Puis, juste pour terminer, justement, l'impact fiscal, l'impact entre les deux, parce que je sais que tu as ton background, justement, tu as travaillé dans un cabinet comptable, mais l'impact fiscal entre les deux, justement, parce qu'on fait beaucoup cette stratégie-là pour les professionnels, les gens à haut revenu, ou peu importe, les gens qui commence petit, t'achètes, puis sur ton nom personnel pour bénéficier de ces déductions fiscales-là. Oui. Fait que c'est quoi l'impact entre les deux, mais si j'achète? Quand c'est dans une Inc., ça passe pas ton nom. C'est ton nom de la Inc. Fait que, tu sais, veux pas, la plupart des immeubles qu'on achète, il y a des pertes au comptable, OK, que tu vas venir abattre ton revenu de ton T4. OK. Mais tu peux pas le faire quand c'est dans une Inc. parce que c'est à part de toi. Fait que la personne qui paye déjà d'impôt, qui fait un bon revenu puis qui est tannée de payer l'impôt, mais si tu achètes à travers ton Inc. tout de suite en partant, ben tu continues de payer l'impôt. Ben ça changerait ta situation fiscale. Puis, by the way, Chris, tu sais, moi, là, c'était un des running gags que j'avais au cabinet. Tu sais, les clients me disent, je ne veux pas payer d'impôts. Je suis comme, ben moi, mon rêve, c'est de payer énormément d'impôts. Ça veut dire que j'en fais de l'argent. Exact. Parce que quand tu payes l'impôt, c'est parce que tu fais beaucoup d'argent. Fait que, tu sais, juste te dire que je comprends, tu ne veux pas payer d'impôts pour rien. Puis, il y a des façons par rapport à ça, des allègements fiscaux qu'on appelle, mais tu sais, ne pas payer d'impôts, ça veut dire que tu es en bas de la braquette. Tu fais de la pauvreté, puis là, ben, c'est sûr que tu n'es pas dans des possibilités de pouvoir acheter quoi que ce soit. T'sais. Fait que tout est relatif, tout est relié, on va dire ça comme ça. Fait que, tu sais, vraiment, là, faut avoir des conseils. Puis moi, ce que je vous dis, là, faut que ça soit un fit avec ton professionnel. Il faut que ça fasse du sens pour toi. Puis il faut pas qu'il passe juste des commandes. T'sais, si tu veux vraiment être conseillé, ben, la personne va dire, c'est quoi ta situation? Parle-moi de ton projet, comment tu vois ça? Puis aussi, l'impact sur le long terme, sur le moyen long terme aussi. Là. Souvent, les gens s'arrêtent à... Ils veulent du right now, pensent à maintenant, mais il y a un impact sur l'année suivante, 2-3 ans plus tard, de oui, j'ai acheté, oui, j'ai fait telle stratégie, mais l'impact plus tard, est-ce que c'est avantageux? Parce que, tu sais, quand on parlait des marges de crédit tantôt, oui, c'est bien beau que tu refinances dans 2-3 ans pour rembourser toutes tes marges, mais là... Ton but, c'était de te grossir un parc immobilier, mais si une grosse partie est allée pour payer des marges parce que tu respirais plus... Tu n'as pas fait d'argent. Tu sais, combien de fois, là, je regarde des fois des annonces, sont comme, j'ai acheté ça, je l'ai rénové, puis je l'ai vendu X, puis tu sais, j'ai fait affaire avec un prêteur privé ou une carte de crédit ou whatever, puis moi, j'ai juste le goût de savoir, OK, ça t'a coûté combien? Au final, dans les faits, là... Pas savoir combien tu as acheté puis combien tu as refinancé, ça t'a coûté combien? Tout ça, pendant combien de temps? Pendant combien de temps?
T'sais? Fait que finalement, as-tu été si rentable que ça ou pas? Puis finalement, pour le revendre après, OK, parfait, tu as ton gain en capital aussi, tu sais, quand tu vends de l'actif immobilier que tu n'habites pas dedans. Fait que, tu sais, si tout ça, oui, il y a une façon d'aller chercher un revenu supplémentaire ou un revenu encore passif, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'investissement immobilier, c'est pas ton chèque de paye aux 2 semaines. Ton chèque de paye aux 2 semaines, c'est ton travail. Ton investissement immobilier, c'est un actif que tu détiens puis qu'on appelle un revenu encore là passif. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton chèque de paye aux 2 semaines. 100%. Dernier point, la contamination fiscale. Parce que, encore une fois, je reprends des mêmes exemples un peu. J'ai créé un Inc., j'ai une marge de crédit dans mon Inc. que j'utilise pour acheter au personnel. J'achète à mon personnel. C'est comme... Là, c'est pire que de la contamination fiscale. Je ne sais même pas comment ils l'appelleraient, là. Mais dans le sens que tu es en train de t'imposer sur des revenus que tu n'as pas générés par rapport à des ventes, que c'est juste des dettes. Tu sais, si tu regardes l'état financier de ton holding, là, c'est comme il n'y a aucun revenu, puis tu es à moins, puis tu dois de l'argent. Donc, go there. Fait que même au point de vue fiscal, ça fait même pas de sens. Tu tires dans le pied. Wow. À la même titre que quand je t'ai dit, hey, ça coûte 4 300, là, la marge de crédit, le paiement minimum, là, même chose. Tu tires dans le pied. Il faut que tu le rembourses, ce montant-là. Il faut que tu payes l'intérêt en plus pendant ce temps-là. Tu comprends ce que je veux dire? 100%. Puis l'objectif, c'est de faire des revenus, tu sais, mais c'est normal, des fois, qu'il y a des compagnies, tu sais, on part une business opérante, tu as des pertes à assumer avant d'être rentable, mais on n'est pas là-dedans, là. Exact. On est dans du kamikaze. Wow. All right. Anna, un gros merci. Restez pour la 3e partie. Boom, boom. Je tiens à dire encore une fois, comme je l'ai mentionné dans la première vidéo, je ne dénigre pas les stratégies, je ne dénigre pas les gens qui promouvoient, coachent, forment, qui éduquent les gens sur ce type de stratégie-là. La seule chose, c'est que j'ai le devoir de vous apporter leur juste. Et une des raisons pourquoi, parce que Anna, on l'a peut-être dit, mais sans vraiment le préciser, c'est qu'on reçoit des appels de gens qui ont appliqué des stratégies de création de Inc., d'effets de levier, pas d'effets de levier, mais de levée de capitaux à travers blablabla. Et l'affaire qui arrive, c'est que les gens frappent un mur. Déjà, ils faisaient face à un mur parce qu'il manquait de liquidité. Ils n'avaient pas la mise de fonds. Il leur manquait quelque chose qui leur empêchait d'embarquer dans l'immobilier. Ils vont suivre des formations, des stratégies, des trucs, astuces, des coachs, whatever. Ils se font mentorer par quelqu'un. Ils appliquent la stratégie. Par après, quand ils nous reviennent, quand c'est le temps de « OK, on va aller chercher une préautorisation pour embarquer dans la game », boum, ils frappent un autre mur parce que la stratégie ne s'applique pas. Elle ne fait aucun sens par rapport à leur situation du moment. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, le problème n'est pas la stratégie. Le problème, c'est que est-ce que la stratégie fait du sens pour toi en ce moment? Ce n'est pas le coach, ce n'est pas l'école de formation. C'est tout simplement que ce n'est pas un one size fit all. Comme une paire de souliers, si on va tous acheter une paire de souliers aujourd'hui ou demain, est-ce que c'est une paire de souliers qui fit à tout le monde? Non, on a différentes pointures. C'est la même chose avec les hypothèques. Les hypothèques sont du cas par cas. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez aimé la vidéo? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez retenu? Ce serait vraiment intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Pendant que vous y êtes, abonnez-vous à la chaîne. C'est la meilleure façon de me remercier, de m'encourager et de booster la chaîne pour qu'on puisse faire de grandes choses ensemble. Et aussi, bien évidemment, j'ai failli oublier de le dire, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, pour la 3e série, la conclusion, allez l'écouter ou sinon écoutez une de ces 2 vidéos-là.